Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Gérard Fauré qui va nous balancer d'énormes infos bien sûr sur le Maroc, le roi du Maroc et ses liens notamment avec le sionisme. Et juste avant de voir l'extrait, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, si les boosts sont disponibles, n'hésitez pas à booster les vidéos, c'est extrêmement important. À me suivre bien sûr sur mes autres réseaux sociaux, si vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur TikTok, je précise que sur ces réseaux-là, je poste tous les jours du contenu différent, mais je poste absolument tous les jours sur ces réseaux. Et puis, vous pouvez également me soutenir, ça passe par Patreon, un espace de liberté totale, du contenu exclusif, vous avez 2 vidéos de plus d'1 heure chaque semaine, vous avez des lives et vous pouvez également à tout moment échanger bien sûr avec moi et je remercie tous les donateurs, tous ceux bien sûr qui m'apportent leur soutien. On regarde l'extrait, on en parle juste après. Expliquer que voilà, donc après j'ai dit dans le tome 3 toujours, l'éducation d'un voyou, j'ai dit que le jour où Hassan II a pris le pouvoir grâce à mon père, d'accord, qui a été obligé de laisser un médecin suisse assassiner Mohamed V, d'accord, ça c'est mon père, il a été obligé parce qu'on lui a fait du chantage et tout et c'est lui qui a fait le certificat médical de mort comme mort naturelle et tout ça, bon bref. Et j'ai dit donc à Hassan II, le jour où il a posé son cul sur le trône du Maroc, le Mossad s'est installé au Maroc, voilà. Et personne ne peut me démentir parce que j'ai dit que grâce à Hassan II qui a été l'espion d'Israël, les Israéliens ont gagné toutes les guerres contre 1 milliard d'Arabes, tu te rends compte? Parce qu'ils savaient tout à l'avance, ils savaient les plans des Arabes et tout, puisqu'il y avait des réunions entre pays arabes. Et ils savaient tout, ils disaient tout aux Juifs. D'accord, il est renseigné. Et c'est voilà. Donc je dis que ça a été le plus grand espion d'Israël, ça a été Hassan II. Et son fils aujourd'hui, il a été pris en flagrant délit avec le logiciel Pegasus, d'accord, qui prouve qu'il continue à espionner le monde occidental pour Israël. Et maintenant, le mariage est en train de se faire et tout. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mona Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre au renseignement israélien de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser.
Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit. La petite histoire de la grande histoire. Merci Johanna Binder pour ces détails croustillants, dignes des plus grands films d'espionnage. Merci d'être passé nous voir sur le plateau du Magorien. Incroyable cette histoire. Incroyable qui nous est révélée ici sur le Maroc. Et puis, mine de rien, les liens qui unissent le Maroc et Israël, ça peut aussi nous faire comprendre une chose. On peut s'interroger. Le Maroc aujourd'hui est une plaque tournante de la pédophilie dans le monde. Non seulement de la pédophilie, mais de la prostitution. N'importe qui a déjà été dans les pays du Maghreb, et notamment et principalement au Maroc, a pu constater les dérives du régime. On sait également que dans l'affaire Jeffrey Epstein, beaucoup, mais quand je dis beaucoup, beaucoup de personnalités, et notamment les personnalités françaises, allaient de manière régulière, très régulière, au Maroc pour se servir en enfants. Dernièrement, quand Jacques Lang a subi une pression, vers quel pays il s'est allé? Le Maroc. Pays où il s'était déjà fait attraper en compagnie d'un enfant lors d'une pratique honteuse. D'ailleurs, un article était sorti dans la presse marocaine et un ancien ministre de l'Éducation en avait parlé sur le plateau du Grand Journal. Sans parler par exemple aussi de Frédéric Mitterrand qui l'a écrit noir sur blanc dans ses livres, sa consommation bien sûr de jeunes enfants, non seulement en Thaïlande mais au Maroc. Est-ce que le Maroc n'est pas utilisé par Israël comme plaque tournante bien sûr de la pédophilie pour du compromat, pour de la corruption bien sûr des élites occidentales et notamment françaises? On peut librement s'interroger quand on voit que le Maroc a une dette et a plié le genou face à Israël. Alors bien sûr, je ne suis pas marocain, donc je n'ai pas d'avis sur la royauté marocaine, mais ça fait quand même beaucoup d'histoires qui traînent derrière cette royauté. Alors bien sûr, c'est aux Marocains de mettre fin ou pas à cette monarchie, mais la monarchie marocaine a une très mauvaise réputation. Le Maroc, parce qu'on parle beaucoup en France, par exemple, de l'ingérence de l'Algérie, qui est un fait, mais on en parle rarement et jamais de l'influence néfaste du Maroc en France et notamment dans les mosquées françaises. En tout cas, si quelqu'un du camp national arrivera au pouvoir, ça serait intéressant de demander au Maroc le nom de toutes les personnalités depuis, je sais pas, une trentaine d'années qui ont fait des vols réguliers au Maroc, surtout que des noms de résidences, des rues sont sortis dans la presse mainstream en France. Donc on sait à peu près où étaient ces gens-là. Je suis persuadé aussi que le Maroc utilise la pédophilie de nos élites pour faire chanter la France et pour obtenir des choses comme le Sud-Sahara. Et puis il faut rappeler que la loi marocaine, avec la prostitution et pire la pédophilie, est très flexible. Vous n'avez pas d'arrestation au Maroc. Alors qu'il y a d'innombrables affaires, témoignages, il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse au Maroc, il n'y a jamais eu d'arrestation, alors que franchement, la pédophilie, la prostitution au Maroc est un secret de polichinelle. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.